Doy la palabra al excelentísimo señor Dien Farba Sarr, ministro de Renovación Urbana y Medio Ambiente de Senegal. Merci. Excellences, Madame et Messieurs les co-présidents, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir de ma délégation à prendre part à cette table ronde de haut niveau sur le financement du développement urbain durable. Je vous remercie de l'honneur fait à mon pays, le Sénégal, en m'y invitant en tant qu'orateur. Madame et Messieurs les coprésidents, depuis l'éclatement de la crise économique et financière de 2008, l'environnement économique international reste marqué par un ralentissement considérable de la croissance de l'économie mondiale et une série d'événements qui continuent d'avoir un impact défavorable sur l'économie des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés. Cette situation illustre les difficultés de nos pays à relever les défis majeurs comme la crise de l'emploi, les tensions inflationnistes, le poids de la dette extérieure, les chocs liés aux effets néfastes du changement climatique et les tensions migratoires. Elle témoigne également de la profondeur et de l'ampleur des contraintes de nos États à assurer adéquatement le financement des politiques nationales de développement, y compris celles liées au développement urbain durable. Tout cela pour dire que la problématique du financement du développement urbain se pose aujourd'hui avec beaucoup plus d'acuité, notamment pour les pays en développement, dont la majeure partie, comme le Sénégal, ne dispose pas de ressources naturelles abondantes. Dans ce contexte, l'ambition de bâtir un agenda urbain qui sera en mesure d'accroître et d'exploiter le potentiel des établissements humains afin de réduire les inégalités, de lutter contre la pauvreté et de promouvoir une croissance économique urbaine inclusive requiert l'élaboration de stratégies nationales de financement inclusives orientées vers la recherche de la performance. Mesdames et Messieurs, ma contribution à cette table ronde portera essentiellement sur l'expérience du Sénégal dans ce domaine et quelques réflexions que je souhaite partager avec l'audience. L'État du Sénégal, conscient des enjeux socio-économiques d'une bonne politique de l'habitat, s'est résolument engagé dans la mobilisation des ressources qui demeurent un grand défi dans notre pays. Cet exercice s'opère dans le cadre d'une réorientation globale de sa politique nationale avec l'adoption d'un ambitieux programme de développement dénommé Plan Sénégal émergent qui s'appuie sur une politique d'investissement planifiée visant la mobilisation de ressources financières importantes auprès des partenaires publics et privés, internes comme externes. À côté du système bancaire classique, le Sénégal explore les opportunités offertes par les mécanismes de financement innovants en améliorant les régimes fiscaux et en introduisant la finance islamique. La mise en place du Fonds souverain des investissements stratégiques, FONSIS, d'une Banque nationale de développement économique, BNDE, et d'un Fonds national de garantie et d'investissement prioritaire, FONGIP, s'inscrit dans cette perspective. Auparavant, le Sénégal, pour financer ses projets structurants, a eu recours à d'autres mécanismes faisant appel au concours de plus en plus important des partenaires privés. À titre d'illustration, des délégations de services comme les régies, les concessions et l'affermage ont permis de mettre sur pied une société privée chargée de la distribution de l'eau, SDL. Plus tard, une forme apparentée au partenariat public-privé, comme la loi BIOUTI, en français la construction, l'exploitation et le transfert, a permis la construction de la première autoroute à péage du Sénégal. Ce n'est qu'en 2014, de façon formelle, qu'une loi PPP a été votée et adoptée à l'Assemblée nationale pour apporter une réponse à l'insuffisance des ressources internes. Le budget consolidé d'investissement, qui n'est rien d'autre que la première année d'exécution du plan triennal d'investissement. En outre, plusieurs initiatives ont été entreprises dans le sens de booster les investissements par une amélioration de la gestion des finances publiques, de la pratique de la bonne gouvernance, basée sur une philosophie de gestion sobre et vertueuse, ainsi que de l'amélioration de l'environnement des affaires. On peut noter depuis 2013
une amélioration du rang du Sénégal dans le classement établi par les agences internationales de notation, parmi lesquelles le Mo Ibrahim, Doing Business, Financial Times et le MCC. Mesdames et Messieurs, le développement de l'habitat constitue un puissant moteur de croissance économique du fait de son impact significatif sur la formation du produit intérieur brut et de son effet d'entraînement sur les autres secteurs. En 2013, le Sénégal, je dis bien au Sénégal, le BTP représentait 11% du PIB, ce qui est important si on sait que la croissance économique dérive de 2 PIB successifs, année N, année N-1 sur année N. Et donc ça c'est la considération mathématique du terme de croissance, qui n'est rien d'autre qu'un rapport. C'est pourquoi, pour mieux capter l'investissement public dans l'habitat et promouvoir les établissements humains dans les zones à potentialité économique, le gouvernement a mis en œuvre une politique des pôles urbains dans lesquels il prend en charge les investissements primaires. Il a mis en place la commission d'agrément des promoteurs immobiliers privés pour le programme de logements sociaux afin de leur faciliter l'accès aux fonciers dans le cadre d'un partenariat privé-public sur la base de conventions et de cahiers de charges afin d'assurer un meilleur suivi et d'éviter la spéculation foncière. À cela s'ajoute le fonds de garantie du logement Fogaloc pour permettre aux ménages à revenus irréguliers ou faibles d'accéder aux prêts bancaires pour l'acquisition d'un logement. De même, une loi d'orientation sur le logement social a été adoptée en Conseil des ministres et sera votée par l'Assemblée nationale pour promouvoir davantage la production de logements sociaux. Cette loi permettra de prendre des mesures fiscales visant à mieux inciter l'investissement dans le domaine de l'habitat. Elle permettra également de concrétiser notre projet de fonds pour l'habitat social, taxe sur le ciment. Bien évidemment, en dépit de ces résultats encourageants, il faut bien admettre que des contraintes réelles continuent de peser sur ce secteur, contraintes dont la résolution nécessaire un recadrage des actions de l'État et des acteurs. Mesdames et Messieurs, en réalité, la mise en œuvre du nouvel agenda urbain exige que nous agissions ensemble à l'adoption d'une approche holistique, à un changement de paradigme, au renforcement de la synergie entre les acteurs et à l'établissement de partenariats plus viables. Dans cette perspective, il importe de souligner que le rôle de l'État, en tant que fournisseur traditionnel de logement, rôle qui doit évaluer et s'adapter aux réalités d'une urbanisation galopante. Toutefois, l'État doit aussi veiller à ce que la logique financière ne dicte pas sa loi sur les aspects non moins importants liés aux droits humains, à la sécurité foncière, à l'impact environnemental et au respect des normes de construction et de contrôle qualité. Je conclus ces remarques en félicitant les organisateurs de la table ronde et en saluant la qualité des intervenants dont les réflexions sur la problématique du financement contribueront positivement à nos échanges. Je vous remercie.